écoutez La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la Fondation La main à la pâte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Louis. Louis est professeur de sciences et technologies au collège Jean Rostand à Orléans, un collège pilote, la main à la pâte. Avec les élèves de 6e et de 5e, il enseigne notamment en EIST, l'enseignement intégré de sciences et technologies au collège. Avec ses 3e, il s'est par ailleurs lancé dans un concours de création numérique, le projet Made in 3D. Il nous raconte comment ces dispositifs ont, à son avis, transformé sa pratique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Louis. Bonjour. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh bien moi j'ai 39 ans et je suis enseignant en sciences et technologies sur les cycles 3 et puis prof de technologie en cycle 4 au collège Jean Rostand à Orléans. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que tu fais avec tes élèves, je voudrais te questionner un peu sur ton histoire personnelle avec les sciences. Comment ça se passait les sciences pour toi quand tu étais à l'école ? Je suis un pur produit des années 80, donc des années 90 dans les établissements où tout était très codé. On était bien dans la boîte physique, dans la boîte SVT, dans la boîte techno. Il n'y avait pas beaucoup de ponts qui étaient créés. Les sciences, j'ai commencé à vraiment les pratiquer au collège. Au lycée, je suis parti sur une filière plus technologique. J'ai fait un génie mécanique. Voilà, donc pour moi, les sciences, c'était un côté pratique, essentiellement lié à tout ce qui va être automatisme, programmation. Voilà. J'étais plus dans une logique informatique que véritablement une ouverture scientifique sur le monde du vivant ou ce genre de choses. Donc c'était un enseignement de spécialité plutôt pour toi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Très, très rapidement, j'ai été orienté sur effectivement des spécialités, que ce soit en mécanique, en électrotechnique, en automatisme, assez rapidement. Et après le bac, qu'est-ce que ça a été ton parcours ? Alors, après le bac, j'ai enchaîné sur un BTS, alors un BTS MAI, mécanique et automatisme industriel. J'ai fait une licence de spécialisation en automatisme. Ensuite, j'ai été à l'IUT pour faire une licence professionnelle en robotique. Et puis, j'ai commencé un master que j'ai terminé gentiment. Et ensuite, j'ai travaillé. J'ai été embauché dans une société qui faisait des installations robotiques pour des grands groupes. C'était un monde que je découvrais totalement. Hein. Et puis, les aléas de la vie ont fait que je me suis retrouvé au chômage. J'ai été très, très touché par la problématique sociale du chômage. Hein. Ça a été vraiment un drame pour moi. Ça m'a beaucoup mis sur la sellette humainement. Je me sentais vraiment plus utile. Enfin, voilà. D'autant que la problématique de mon métier, c'était d'installer des cellules robotisées. Il y avait tout le côté éthique de l'emploi qui me dérangeait un petit peu. Donc il y a eu toute une phase où je me suis un peu senti perdu et je suis parti sur un IUT. J'ai carrément changé de région, je suis parti sur Toulouse. Puis de l'IUT, en fait, je n'y ai jamais mis les pieds et j'ai été à l'UFM. Et c'est à l'UFM que j'ai découvert le métier d'enseignement. Alors, j'y suis pas allé totalement par hasard, hein, il y avait quand même une appétence. Ah oui, j'allais te demander comment tu t'étais retrouvé à l'UFM alors que tu te destinais à l'IUT. Les deux étaient dans la même fac. Hein, et c'est posé la question à un moment donné du choix. Et étant encore un peu sous le choc de la période chômage, je me suis quand même orienté vers un métier qui assurait une certaine sécurité de l'emploi. Et je gardais un bon souvenir de la technologie au collège. J'avais un enseignant charismatique, une espèce de gros bonhomme sympathique et qui nous faisait découvrir des choses qui étaient complètement atypiques par rapport à ce qui nous pouvait être présenté dans d'autres disciplines. C'est vrai que j'avais pas mal accroché à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Et j'ai rencontré le responsable de formation de l'UFM. Je lui ai présenté mon parcours, que ça correspondait à ce qui était attendu.
Je me suis lancé et j'y ai vraiment découvert plein de choses. Et c'était vraiment une période passionnante. J'ai eu mon concours, j'ai fait ma stagiairisation à Toulouse. Alors, c'était la grande époque où on avait que quelques heures de stagiaire et puis le reste en formation. C'était très, 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 très intéressant. Et puis après, voilà, le grand saut en région parisienne pendant quelques années. Ça fait combien de temps que tu enseignes actuellement? Je crois bien que j'attaque la 15e année déjà, voilà, dont une bonne dizaine en région parisienne dans le Val-de-Marne. Et dans le collège où tu es actuellement? C'est ma 4e année. Ouais, c'est ma 4e rentrée là. Et alors, je suis un élève, j'ai cours avec toi. Comment ça se passe? Ah, bah, ça se passe bien, enfin j'espère. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça bouge, quand ça interagit, quand ça questionne, quand ça remue, quand ça bouillonne, voilà. Ça m'angoisse toujours, les grandes phases de silence. À la limite, c'est même moi qui fais plus de bruit des fois. Là où je m'épanouis le plus, clairement, c'est sur la partie enseignement intégré des sciences et technologies en cycle 3, là, en 6e, où là, je me retrouve effectivement enseignant de SVT, de physique et de technologie. Pour les collègues qui ne seraient pas familiers de l'EIST, l'enseignement intégré en sciences et technologies au collège, est-ce que tu peux préciser un peu en quoi ça consiste? Bah, les modalités, elles sont assez faciles à comprendre. On doit travailler en équipe le plus possible, puisque finalement, on se retrouve en charge d'une classe, enfin d'un niveau, ou ça peut être sur 2 niveaux, ça peut être 6e et 5e. Moi, en l'occurrence, ce n'est que 6e, et on les a 4 heures par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, tout le pack horaire techno, physique et SVT est intégré, et il faut mener les 3 programmes en parallèle. Le programme en lui-même est modulé de manière à ce que ça puisse bien s'organiser en fait par rapport à l'organisation interne dans les classes. Donc les enseignants, ils ont des affinités particulières. C'est sûr que moi, je vais plus avoir l'affinité techno. Dès que je peux caler un petit objet, 2 lignes de programme ou des choses, ça sera systématique. Les collègues de SVT, ils vont forcément beaucoup plus travailler sur la classification sur le vivant. Et puis, on crée des liens, on crée des choses comme ça. Et puis là, on peut donner vraiment du cœur à l'ouvrage. On peut partir sur des projets qui touchent toutes les disciplines. Les heures, on les a. On est 4 heures par semaine avec les élèves. Et là, c'est vrai que c'est génial. On est une petite équipe avec un collègue avec qui on travaille très très proche, et puis les autres collègues aussi. C'est très très riche. On part sur une multitude de choses. On est en démarche d'investigation très très souvent. Démarche de résolution de problèmes quand on est un peu plus sur des choses techniques. Et on s'apporte tous les enseignants, on s'apporte tous des briques, des idées, et c'est vraiment génial. Enfin, je pense que pour les élèves, c'est une aventure à chaque séance. Hein. C'est vraiment très très riche. Et puis pour nous en tant que personne, moi j'avoue, quand je suis arrivé dans mon établissement, je venais de région parisienne, j'avais quand même quelques années derrière moi, quelques petites réalisations, et je suis arrivé avec tous mes points, et le seul poste qu'on m'a trouvé, c'est un collège de REP+, à Orléans. Alors, passé le choc, je me disais, c'est pas possible d'avoir fait toutes ces années en région parisienne, en REP, pour arriver en REP+, à Orléans. J'ai été dans l'établissement, et là, on m'a annoncé que j'allais devoir gérer de l'EIST. Et d'un prime abord, j'étais plutôt réfractaire, parce que je ne me voyais pas sortir de ma zone de confort dans un nouvel établissement, en zone compliquée. Et ben, sincèrement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée professionnellement. Non, mais c'est radical. Pour moi, ça a véritablement été un choc. Les manuels de 6e, de physique et de SVT, mais je ne les consultais jamais. Enfin, j'étais dans mon cadre, mais ça a été une véritable découverte. Ça m'a permis de travailler par projet avec un taux horaire hyper important. Des séances, après ça dépend de l'organisation des établissements, mais nous on a choisi des séances de 2 heures. En 2 heures, on fait quand même des choses constructives. On peut vraiment boucler sa séance, on peut arriver à un bilan solide. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et du coup, cette vision des sciences
et surtout de la technologie dans les sciences a ruisselé vers les niveaux 5e, 4e et 3e. Aujourd'hui, en 3e, je fais des projets qui mêlent la physique et la SVT. Et ça ne pourrait pas se passer autrement à mes yeux aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de ce sens. Et effectivement, si moi j'y trouve du sens, je pense que pour les élèves, ça en a aussi. C'est assez égocentré en fait. Hein. Je fais ce que j'aurais aimé faire à leur place, à leur âge. J'aurais aimé qu'on vienne me chercher, qu'on me secoue, qu'on me montre, qu'on me pose des questions, qu'on me demande, qu'on me sollicite pour trouver. Je dis pas qu'on le faisait pas, hein, mais je ne l'ai pas senti comme étant véritablement une quête de recherche scientifique avec un esprit scientifique, un esprit critique derrière. J'ai pas l'impression d'avoir reçu cette formation-là à mon époque. Malgré tout, il reste quand même une grosse appétence pour les sciences. Donc, je renie pas ma formation, au contraire, elle est ce qu'elle est. Et aujourd'hui, j'essaye de communiquer cette envie pour les sciences à mes petits sixièmes, et il faut que ça accroche, quoi. J'ai quelques retours d'élèves de lycée maintenant, et c'est toujours sympa quand on les voit, et voilà, on recrée tout de suite un lien, et ils me parlent des choses qu'ils font chez eux, qu'ils font au lycée, ils ont revu des choses qu'on a vues en classe, et on est allé plus loin. Quand vraiment ce lien est créé, et qu'il y a de la confiance, qu'il y a de la sympathie, et c'est génial. Et alors, ton collège, c'est un collège pilote la main à la pâte. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça change par rapport aux établissements où tu es passé avant? Déjà, on a un système de parrainage, d'un parrain scientifique, quelqu'un que l'on peut solliciter, qui peut intervenir en distanciel, comme c'est très à la mode, ou en présentiel. On a un contact avec celui qui va gérer dans le département les collèges pilotes. Et puis, on a ces formations qui nous sont proposées. On a des formations en collective. Hein. Tous les collèges pilotes, une fois par an, se réunissent en début d'année. Et puis après, on a la grande réunion de fin d'année aussi, où on va pouvoir créer du lien. Moi, ça m'a permis notamment de créer du lien avec un établissement dans un autre département. Alors, le lien entre un autre établissement, pour être tout à fait précis, je me suis fait une très bonne amie, et du coup, on travaille ensemble, et c'est super. Et on peut donc travailler, elle est sur Fontainebleau, et nous, on est sur Orléans, et on peut travailler, puisqu'elle est en SVT, sur les problématiques liées aux oiseaux, au suivi des espèces, et aux comparaisons de milieux. Et tout ça, c'est super riche, et c'est quelque chose auquel je n'aurais pas eu accès, en tout cas pas aussi facilement et pas aussi clairement, si on n'avait pas été affilié collège pilote. Ça, c'est évident. C'est un véritable atout pour un établissement. Maintenant, il y a plus d'une centaine de collèges pilotes en France. Le lancement des premiers, c'était en 2016. Depuis combien de temps le tien a ce statut? Il était dans les tout premiers. C'était Marc Tible, mon collègue qui supervisait ça, qui était référent. Aujourd'hui, on est deux, lui et moi. Et oui, on a été intégrés dans les tout premiers. C'était l'inspecteur de l'époque qui était intervenu auprès justement de notre établissement pour pousser à participer à cette expérience. Voilà. Et on ne l'a jamais regretté. Est-ce que tu as le sentiment que ça profite aux élèves au bout du compte, ce dispositif? Pour les élèves, ils ne savent pas forcément qu'ils sont collège pilote. Alors là où c'est intéressant pour les élèves, c'est quand ils voient un scientifique qui intervient en classe avec eux directement. Et là, c'est fantastique. Puisque nous, effectivement, on peut se placer dans le rôle du scientifique. Hein, si on met une blouse blanche, on devient médecin tout de suite, ou chercheur. Mais ils savent que c'est un rôle qu'on adopte, alors que là, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient d'un labo de recherche, qui intervient, qui répond à leurs questions directement, là, tout de suite, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus concret. Les élèves bénéficient aussi du coût de la formation de leurs professeurs. Quand on a la possibilité d'avoir cette multitude de formations ouvertes par les maisons pour la science, ce genre de choses, par les rencontres des collèges pilotes où on va créer du lien, tout de suite, derrière, l'enseignant, il a des billes pour pouvoir effectivement créer quelque chose d'intéressant avec ses élèves. Donc je pense que sous ces deux aspects, les élèves en profitent, clairement. J'ai entendu dire, on m'a soufflé que tu étais impliqué dans un concours qui s'appelle Made in 3D. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concours?
Tu as très bien entendu dire. Oui, alors, le concours Made in 3D, c'est toute une aventure. Donc déjà, c'est une évolution d'un concours qui avait été impulsé par La Main à la Pâte et Dassault Systèmes il y a de ça 3 ans. À l'époque, ça s'appelait 3 défis. L'idée était de créer dans la classe, plutôt 4e et 3e, pour des raisons évidentes de conception et de recherche de solutions, c'était plutôt un projet techno, clairement, de créer un objet à partir de rien, en se mettant dans le rôle d'une petite entreprise. Donc il fallait mobiliser ses élèves, créer des petites startups au sein des classes, donc par groupe de 4, 5 ou 6 élèves. 6 élèves, ça fait déjà beaucoup, mais 4, ça tournait plutôt pas mal. Créer un objet, créer une identité de groupe, modéliser, et puis surtout arriver à la fin à un objet imprimé en 3D. Et pour ça, on nous fournissait une imprimante 3D, des tablettes pour produire des vidéos qui permettaient de faire un peu le point, ce qu'on appelle les revues de projet en technologie, qui permettaient de faire un peu le point sur les avancées des groupes, et puis de transmettre et de communiquer sur les travaux des groupes. C'était absolument génial. Nous, on a participé la première année, la deuxième année, la troisième année, c'était notre histoire de confinement, donc on a ralenti. Puis, pour la petite histoire, on avait gagné la première année, on avait gagné la deuxième année. Bon, on m'a fait comprendre que la troisième année, il faudrait que je fasse une pause. Voilà. Mais, bon, après, c'était confinement. Et là, cette année, on est passé à un stade qui est passionnant, je n'ai pas d'autres termes. On fait globalement la même chose, on reste sur la même idée, créer un objet par petits groupes d'élèves. Ils sont porteurs de leur projet du début à la fin. Et là, on a un atout super intéressant qui est de pouvoir créer du lien avec une classe en Inde. Donc là, on est en train de créer des vidéos, des séquences vidéo, où les élèves vont parler en anglais. Donc c'est toute une histoire, hein. C'est pas rien, ça se fait pas comme ça. Et ils vont présenter leur idée, leur projet. On va communiquer avec le groupe en Inde, qui vont nous faire un retour, et puis on va pouvoir échanger comme ça et créer un lien qui va être pérenne à peu près jusqu'au mois d'avril. En Inde, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ça me fait pas peur. Et puis, on n'est pas en concurrence directe en plus, on est vraiment sur une idée de collaboration, et c'est extrêmement riche. Pour avoir le recul sur 3 défis, la première partie en l'évolution internationale, on peut dire, les élèves étaient déjà motivés. Mais alors, depuis que j'ai rajouté la carte du jumelage avec l'Inde, je reçois des messages Pronote assez régulièrement pour me dire oui, mais là, ici, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que c'est la bonne traduction en anglais, voilà. Donc ça bouge beaucoup, c'est très fédérateur. Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans un souci d'organisation qui n'est pas négligeable en ce moment. Hein, avec nos histoires de confinement, la semaine dernière, ma classe était fermée. Donc, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Et c'est très très enthousiasmant. Et alors l'année prochaine, tu vas recommencer et gagner de nouveau ? Bon, là, on est passé quand même, au tout début, on était sur une petite poignée d'établissements. Là, c'était encore jouable. Là, maintenant, on commence à avoir une trentaine d'établissements. On n'est pas parti pour gagner, on est parti pour réaliser le défi. C'est vraiment un point important, c'est pas un concours, c'est un défi. Donc, on réalisera le défi, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on gagnera ? Je suis moins sûr. Mais bon. En tout cas, j'ai eu la chance d'assister à une remise des prix de ce concours Made in 3D. On a dû se croiser à cette occasion d'ailleurs. Et le sentiment que j'en ai gardé, c'est que c'était vraiment très valorisant pour les élèves. Ouais. Louis, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'en ai une dernière pour toi avant de se quitter. Si tu pouvais retourner dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais un tout jeune enseignant qui venait juste de choisir l'UFM au lieu de l'IUT, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même ? Ne reste pas dans le cadre. Sors du cadre. Fais-toi plaisir. Un élève qui voit un enseignant qui prend lui-même du plaisir, qui est enthousiaste à faire ce qu'il fait, qui y croit, en quelque sorte, qui arrive à transmettre ce fameux feu sacré là, je pense que c'est une réussite. Voilà. C'est ce que je pourrais effectivement, c'est le meilleur conseil que je pourrais me donner à moi-même avec 15 ans d'écart. Fais-toi plaisir, sors du cadre.
Ouais. Et bah Louis, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous raconter avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ça c'est vraiment très frappant quand on te parle, ce feu que tu évoquais, là tu l'as aussi, et ça fait vraiment plaisir à entendre. Vraiment merci d'avoir répondu, et à distance en plus, parce que effectivement c'est une année compliquée. Je te souhaite à tes élèves et à toi une très bonne continuation pour Made in 3D et puis pour tout le reste aussi. Et à bientôt! Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux.